Sinon, alors, premier bon point, il est Carolo. Ça veut dire qu'il vient de la ville Charleroi, pour les Bruxellois qui ne savent pas. Et il a grandi à 2 pas du village où j'habite. Alors, après une formation à l'UCL Saint-Luc, il a été se spécialiser en France, à l'hôpital universitaire de Lyon, en chirurgie du dos et du genou chez l'enfant. Aujourd'hui, il opère à Saint-Luc, à l'hôpital universitaire, mais aussi à Charleroi. Il consulte notamment dans l'hôpital où j'ai travaillé pendant 20 ans. Et il répond toujours très gentiment à toutes les questions que lui posent les assistants et le pédiatre. Il aime transmettre et il aime enseigner. Avec son expertise dans le traitement de la scoliose et notamment de la prise en charge des scolioses précoces, comme dans l'enfant, il est la personne indiquée pour venir vous en parler aujourd'hui. C'est bon? Ouais. Bon, merci, je pense que vous avez un petit peu exagéré tout ça, mais restez essayer de répondre à la mission. Bon, je me sens tout petit par rapport au grand spécialiste de l'enfant à mes côtés. Mon chercheur, je ne suis pas pour l'instant. Alors, on m'avait demandé de parler spécifiquement des tiges de croissance dans le syndrome de Marfan. J'ai choisi quand même de vous parler dans la matière du développement de la scoliose, de la prise en charge de la scoliose en général dans le Marfan, pas que vraiment le stade clinique et l'opération, qui arrive quand même pas à tout le monde. Voilà. Donc, d'abord, la scoliose, qu'est-ce que c'est? Vous voyez une image, une photo d'un squelette avant ou à droite. C'est vraiment une déformation de la colonne vertébrale. C'est une rotation des vertèbres les unes par rapport aux autres qui fait que la colonne se déforme dans 3 dimensions. C'est vraiment la rotation des vertèbres qui est le primum movens de la déformation et qui concerne toute une partie du rachis. Vous voyez, la définition ne date pas d'hier, mais est toujours valable. Et donc, en pratique, on voit un patient en consultation chez son suspect de scoliose. La première chose qu'on va lui demander de faire, c'est de se pencher en avant. Et quand il se penche en avant, on voit vraiment la rotation vertébrale qui se marque par la gymnosité. Et donc, d'un côté, le côté de la convexité de la scoliose, les côtes ressortent, donc la vertèbre tourne, les côtes sont attachées sur la vertèbre, et quand la vertèbre tourne, les côtes ressortent d'un côté et sont aplaties de l'autre côté, ce qui fait qu'il y a une asymétrie de la cage thoracique qu'on appelle la gymnosité, que l'on mesure en pratique avec un petit appareil, un scoliomètre, pour essayer de suivre dans le temps si celle-ci s'aggrave ou pas. Alors, nous qui traitons des scolioses, les chirurgiens orthopédistes, les kinés, les médecins physiques, les pédiatres, généraux, les médecins traitants, on doit vraiment en permanence faire jouer les policiers, c'est-à-dire faire une enquête policière qu'on doit refaire à chaque consultation, donc à la garder en tête à chaque consultation, parce que pour nous, quand on voit un patient qui a une scoliose, 75%, la majorité sont des scolioses qu'on dit idiopathiques. Mais voilà, une petite partie, hein, vous voyez, on parle quand même des Marfan ici dans le fond. Donc ça veut dire que 25% ne sont pas idiopathiques, mais parfois c'est pas évident tout de suite, pas évident la première consultation. Et donc notre rôle, c'est de mener une enquête policière à chaque consultation pour vérifier si le patient qu'on voit entre bien dans ce cas de scoliose idiopathique ou fait partie des groupes de maladies à risque de scoliose, dont les principaux sont les scolioses neuromusculaires, avec un trouble, une asymétrie entre la contraction et la distraction musculaire qui fait que la contraction asymétrique des muscles fait que les vertèbres se déforment, ou toutes les pathologies d'hyperlaxité comme le Marfan, ou pour nous, d'un point de vue mécanique osseux, la pathologie du Marfan, la pathologie de la scoliose dans le Marfan est due vraiment à l'hyperlaxité des tissus. Et les scolioses dans le syndrome de Marfan s'apparentent aux scolioses du nerf ou par exemple d'autres pathologies d'hyperlaxité qu'on dit pathologiques avec un score de Peyton au-delà de 6 sur 9, comme aussi les erreurs dans l'os génétiques. Hein, on a vu d'ailleurs ici, il y a 2 jours, une patiente qui avait exactement la même scoliose que l'Aurélien et qui n'avait pas du tout la même maladie, qui avait un ergonomos vraiment génétique avec une hyperlaxité vraiment pathologique et qui donne une scoliose qui, de notre point de vue, sont identiques. Donc la prise en charge, finalement, n'est pas spécifique au Marfan, mais spécifique aux scolioses de l'hyperlaxité. Alors, je vous ai dit
Le diagnostic se base d'abord sur l'examen clinique, en tout cas la suspicion diagnostique se base sur l'examen clinique, on penche le patient en avant, on voit la gibbosité, mais on ne peut pas faire le diagnostic et suivre les patients sans faire des radiographies de colonne totale de face et de profil, ou EOS, qui est une radiographie qui est moins irradiante, qui permet une reconstruction 3D de la colonne vertébrale, qui permet de mesurer la déformation. Vous voyez, les vertèbres en bleu sont les vertèbres les plus angulées. Et donc, comment on suit? On suit en mesurant l'angle entre les vertèbres qui sont les plus angulées, et donc qui permet de déterminer ce qu'on appelle l'angle de Cox, c'est-à-dire l'angle de la scoliose. Donc la radio permet évidemment déterminer toutes les autres caractéristiques de la scoliose, mais c'est vraiment l'élément qui permet de suivre les scolioses. Encore trop souvent, on voit des patients, pas des enfants, parce que ceux-là, comme l'a dit ma collègue, ils sont suivis dans des consultations vraiment multidisciplinaires, où ils sont vraiment screenés régulièrement. Mais on voit régulièrement des patients suivis pour des scolioses depuis des années, qui en fait n'ont jamais de radiographie. Donc comment on suit une scoliose? C'est d'abord sur la radiographie. Alors, on en vient, quand on parle de scoliose, on doit appréhender et on doit essayer de maîtriser la croissance de rachis. La croissance de rachis, c'est très compliqué, ce n'est pas du tout linéaire. Vous voyez ici, la ligne noire, c'est la vitesse de croissance du rachis. Donc, il y a un pic de croissance qui est là avant 5 ans, et puis entre 5 ans et l'adolescence, il se passe la vitesse est moins rapide, donc il se passe moins de choses, et puis il y a un nouveau pic de croissance qui est moins important que celui avant 5 ans à l'adolescence. Ce qui fait la gravité de certaines scolioses infantiles, comme vous voyez sur cette table-là, les scolioses qui démarrent dans cette première partie. Et la croissance du rachis reste quand même mystérieuse. Certaines lois physiques s'opposent. Les lois de Delpech et Volkmann disent que quand le cartilage de croissance, qui est en fait de part et d'autre des vertèbres, qui en fait entoure les disques intervertébraux, qui sont les petits amortisseurs entre les vertèbres, on voit à chaque fois le noir entre les vertèbres, ce sont les disques intervertébraux, et de part et d'autre, il y a les cartilages de croissance, donc ils font grandir la vertèbre. Certaines lois disent que quand ces cartilages sont comprimés, la croissance, comme les cartilages de croissance sont comprimés, la croissance est compromise, et donc ce qui fait que la vertèbre, qui est normalement par une pipette rectangle, se déforme en trapèze, parce que la croissance du côté de la concavité, là où les cartilages sont comprimés, est compromise, et donc ça grandit moins vite. Mais d'autres lois, comme Frost, disent que quand la croissance est comprimée un petit peu, mais pas trop, la croissance justement est stimulée, ce qui fait que certaines scolioses infantiles, comme ces deux images du même patient que vous voyez là, finalement, s'améliorent avec la croissance. Donc ça reste quand même assez mystérieux. Donc le principe du traitement des scolioses, en gros, en dessous de 20 degrés, on suit. Quand on approche de 20 degrés, on traite par un corset. Et quand on approche de 50 degrés, on parle de chirurgie. On se base sur les courbes de croissance pubertaire, comme je vous ai montré schématiquement sur la dia d'avant. Les courbes de croissance datent déjà, ne datent pas d'hier non plus. Vous voyez, 1970, écrit par une Française, Eva Gopel. Et vous voyez que c'est vraiment au moment de l'adolescence. L'adolescence, comme vous voyez ici, la vitesse de croissance pubertaire, c'est à ce moment-là que les scolioses évoluent de manière dramatique. Donc que ce soit dans la population générale, mais que ce soit aussi dans les patients enfants. Et donc, nous, on a en permanence en tête ces petits diagrammes de la croissance pubertaire. On dit toujours aux étudiants qu'ils ne doivent pas apprendre ça par cœur. Au début, j'avais toujours dans ma poche, finalement, on finit par le comprendre, par le connaître par cœur. Donc, en permanence, quand on voit un patient à la consultation, encore une fois, que ce soit un patient enfant ou un autre, on doit essayer de le positionner dans notre tête sur sa courbe de croissance pubertaire. On sait que s'il est là, on sait que voilà, il ne va pas se passer grand-chose. On peut espacer un petit peu le suivi, espacer un petit peu la radiographie. On sait que s'il est là, il faut le tenir à l'œil, le surveiller de plus près parce que les scolioses risquent de s'aggraver de manière importante quand il est dans une période où la colonne grandit vite. Et donc, en rose, c'est la vitesse de croissance pubertaire, et en noir, ce sont tous les petits signes diagnostiques qui vont nous permettre de remettre le patient sur sa courbe de croissance. Il y a des signes radiologiques, il y a des signes cliniques. Il y a par exemple chez la fille l'apparition des premières règles. Pour nous, on commence à souffrir un peu parce que ça veut dire qu'on est déjà sur la phase descendante de la vitesse de croissance pubertaire. Donc, quand une fille, encore une fois, que ce soit un autre enfant ou un autre, a les premières règles, on sait que voilà, la vitesse de croissance va diminuer et la scoliose, la vitesse d'aggravation de la scoliose va diminuer. Et
Et donc voilà, on se base sur des critères cardiologiques, sur les critères cliniques de développement des cardiaques et sur les secondaires pour remettre le patient sur sa courbe de croissance. Donc le premier traitement des scolioses, y compris les scolioses par fond, c'est vraiment la kinésithérapie. Ça fait vraiment partie intégrante du traitement, surtout l'éducation posturale. On va apprendre au patient à se tenir dans une position qui va s'opposer à sa scoliose, en renforçant les muscles. On a toujours un peu, dans la population générale et même dans la population médicale et kiné, tendance à croire que les muscles de la concavité sont trop forts, sont trop serrés, et les muscles de la convexité sont trop lâches. Donc, on a vu que dans tout patient confondu, les muscles sont trop faibles dans la concavité comme dans la convexité. Et donc, le grand principe de la kiné, après l'éducation posturale, c'est vraiment de renforcer les muscles. Ce qu'on veut vraiment, c'est renforcer la musculation des aréoles pour stabiliser la colonne. Mais malheureusement, il n'y a jamais personne qui a prouvé, que ce soit dans les enfants ou dans les autres, que la kiné empêchait à elle seule les scolioses d'évoluer. Le traitement orthopédique, dans le temps du Moyen-Âge, on faisait des corsets comme ça sur des tables de traction. Le corset orthopédique, comme vous voyez un exemple ici, avec un corset lyonnais. Malheureusement, ça ne redresse pas la colonne, ça n'aide pas la scoliose, ça ralentit, ça stoppe la progression. On dit toujours aux patients qu'on met le frein à main sur la scoliose, on met un corset, mais on ne redresse pas les autres. Et encore une fois, la kiné, la rééducation, malheureusement, même si on en est convaincu, n'a pas prouvé son efficacité comme frein à main sur la scoliose, contrairement au corset. Et donc, finalement, le premier traitement de la scoliose, ce n'est pas la négligence de croissance, le premier traitement de la scoliose, ce sont les corsets. Les corsets, ça paraît au début un petit peu bizarre, mais ça permet vraiment, comme un tuteur sur la tige piquante, la tige c'est la colonne vertébrale, on met vraiment un tuteur pour contenir la colonne vertébrale pendant tout le pic de croissance tubertaire pour ralentir l'aggravation de la déformation. Il y a un tas de types de corsets dans les années milieu du XVIIIe siècle. Chaque chirurgien a voulu inventer son corset, donc il y a des centaines et des centaines de corsets au monde. En général, on utilise un peu toujours la même chose. Il y a des corsets comme ça qui sont des corsets les plus utilisés, qui sont en principe de appui contre appui. On essaie de pousser sur les convexités pour pousser la colonne vers des zones où il y a des trous dans le corset pour pousser la colonne vers l'autre côté. Alors, chez les enfants plus petits, en particulier les enfants congénitaux comme les scolioses qui se développent assez tôt, on est amené parfois à contenir la colonne avec des corsets plâtrés qu'on fait comme ça sur des tables de traction et on fait vraiment un corset en plâtre où là on met vraiment les appuis avec nos mains pour pousser sur la colonne par l'intermédiaire des côtes. En général, ça n'a qu'un temps, évidemment, les corsets plâtrés, ça sert à vraiment redresser la colonne avant de l'appuyer par un corset comme celui-là des petits pylônes. Pour les petits scolioses beaucoup plus petites lombaires, on peut avoir aussi des petits corsets plus courts. Enfin, il y a plein de types de corsets différents. Actuellement, et ça j'ai appris vraiment ça en France, on est maintenant de plus en plus de base, on essaie de mettre un corset qu'on met que la nuit. C'est peut-être un peu moins vrai pour les patients enfants qu'on aime plutôt tenir 22 heures sur 4 avec un corset, mais encore, on essaie de plus en plus de mettre des corsets uniquement la nuit, c'est-à-dire que pour les mettre que la moitié du temps, ils doivent être 2 fois plus efficaces, et donc ils doivent pousser beaucoup plus. Et dans le corset, comme on est porte couché, on peut se permettre de pousser le patient vraiment complètement de travers. On ne pourrait pas lui demander de se balader toute la journée en étant complètement comme un truc de piste. Donc, grâce au fait qu'ils sont hyper correcteurs, on peut se les porter que la nuit. On en vient finalement à la chirurgie. C'est un peu le tableau général des scolioses. Donc, on n'opère pas toutes les scolioses, pas du tout. On opère que si on est intimement convaincu que l'évolution sans opérer sera mauvaise. En pratique, ça concerne les scolioses thoraciques à partir de 50-60 degrés et les scolioses lombaires à partir de 40-50 degrés. Le traitement de base général qui fait ses preuves depuis une trentaine d'années, c'est la réduction de l'arthrodèse. On redresse le dos et on le fixe dans la position redressée. Je dirai quelques mots de la modulation de croissance à la fin du topo. Donc, je ne vais pas vous passer, vous lire toutes ces dias, mais vous voyez que cette dia il y a plutôt du vert parce qu'on sait que, en gros, cette dia pourrait dire aussi pourquoi ne pas opérer les scolioses. On sait que l'évolution naturelle sans traitement des scolioses, encore une fois dans la population générale, mais également chez les patients enfants, le pronostic à long terme des scolioses est excellent. Un très petit nombre aura des douleurs et des diminutions de qualité de vie à cause de la scoliose. Il y a des études ici assez anciennes, mais notamment cette étude-là de Weinstein qui date de 2003, qui est assez vieille, mais avec une étude quand même
sur un suivi de 50 ans sur les patients scoliotiques qui, en effet, est énorme et qui a montré vraiment que le pronostic à long terme des patients, tout confondu pour les scolioses, est excellent. Mais notre travail à nous, c'est vraiment de détecter quel patient aura des critères en rouge, c'est-à-dire quels patients doivent être opérés parce qu'ils risquent encore de progresser même après la fin de croissance et avoir une diminution sévère de la qualité de vie à cause de leur scoliose. En pratique, c'est 1% des patients, c'est pas grand-chose. 1% des patients ont des scolioses au-delà de 50 degrés, donc c'est à nous de déterminer lesquels. Pourquoi? Parce que à partir d'un certain degré de scoliose, à partir de 40 à 50 degrés, la fourchette est assez large, nous on prend plutôt 50 même 60 degrés. On sait que même après la fin de croissance, même à la fin du pic de la ligne rose que je vous ai montré avant, la scoliose continue de progresser, même après la fin de croissance, même après l'adolescence. Alors c'est plus 15 ou 20 degrés par an comme pendant l'adolescence, c'est beaucoup moins, 1 degré par an, mais en 20 ans, ça fait 20 degrés, en 50 ans, 50 degrés, et donc également, on est de plus en plus stable. On ne peut pas parler de traitement des scolioses sans parler du développement pulmonaire. Vous voyez qu'à environ 5 ans, l'enfant a l'humain a son nombre d'alvéoles de l'âge adulte, mais par contre, il a encore 100% de volume de sa cage thoracique. Et donc, ce qui rend le traitement des patients sur cette partie ascendante de la courbe beaucoup plus compliqué. Le traitement de la scoliose, quel qu'il soit, ne doit pas interférer évidemment avec la croissance pulmonaire. Aussi, pas que la chirurgie, aussi les corsets. Si on fait un corset 22 sur 24 avec des appuis importants sur les côtes, c'est interdit, c'est à proscrire, sauf si on n'a vraiment pas le choix, parce qu'on interfère vraiment avec la croissance des poumons. Alors, quand on a des scolioses très sévères, comme chez ce petit patient palestinien, des scolioses qui dépassent 100 degrés, je pense que ce patient-là est à 120 degrés, on doit les préparer éventuellement en dépliant la colonne. Finalement, ils se sont pliés pendant plusieurs années, et nous, on essaie de déplier la colonne pendant 3 semaines avec un autre action. Donc, on fixe un petit anneau sur le crâne, avec des pivots qui sont au contact du crâne, qu'on peut mettre sous anesthésie locale chez les adolescents, mais qu'on fait quand même sous anesthésie générale chez les enfants. Et là-dessus, on rejoint au bout du fil qui est relié au anneau, on voyait les points là en dessous qui permettent vraiment d'étirer le dos. On commence par 10% du poids du corps, on va aller quand même jusqu'à 30% du poids du corps. J'ai une patiente là pour l'instant hospitalisée à Charleroi qui est en vélo, qui pèse 40 kg et elle a 12 kg au bout de la tête, qui sont en train d'attirer pour la déplier progressivement. Vous voyez que, comme chez le petit Aurélien, vous voyez ici, la traction permet de vraiment déplier la colonne. Avec les images centrales sont les radios qu'on fait en traction, les images aux extrêmes sont la scoliose sans traction. Vous voyez que la courbure là, thoracolombaire gauche est très importante, et juste sans rien faire, juste en tirant le poids du corps, on peut vraiment déplier la colonne de manière assez impressionnante. Mais nous-mêmes et tous les thérapeutes qui suivons ces patients, on est toujours impressionnés et subjugués par l'efficacité vraiment de la traction. Voilà, et vous voyez encore les photos de petit Aurélien que son professeur de transmettre. Vous voyez que donc ça, M. Aldeweireld qui m'a transmis une vidéo d'un petit patient, Félix, au Canada, aux États-Unis, au Canada. Oui, vous voyez, c'est assez solide. Et donc, pourquoi c'est très efficace dans les enfants et dans les autres syndromes d'hyperlaxité pathologique? Parce que autant les tissus sont tellement élastiques que l'on se déforme facilement, mais elles se déplient aussi très facilement. Et donc, le traitement de base, c'est l'arthrodèse. Vous voyez qu'on prend ancrage finalement dans la vertèbre et on rapproche les vertèbres par rapport à deux tiges qu'on a formées sur mesure, sur base de la forme du dos qu'on veut donner, c'est-à-dire de face le plus droit possible et de profil en redonnant les kyphoses thoraciques à la patiente, ce qui marche assez bien. Avec d'autres patients, on planifie à l'avance des tiges qui sont faites sur mesure, qui arrivent déjà préformées, on les dépose sur la colonne et on vient l'accrocher dessus pour redresser. Donc c'est assez efficace pour redresser le dos. Mais
bon, désolé s'il y a un peu de sens sur la photo. Donc ça, en fait, ça stabilise la colonne, c'est très efficace, mais ça bloque les vertèbres. Donc ce sont les vertèbres qui sont dans la trapèze, elles ne bougent plus, les unes par rapport aux autres. Donc il faut évidemment toujours essayer de faire le plus court possible pour ne pas bloquer trop de croissance, mais aussi trop de mobilité, et ne pas faire trop court pour devoir réopérer régulièrement pour un temps alimentaire. Et donc je reviens au sujet finalement du topo. Qui fait que l'arthrodèse, c'est très bien, ça marche, mais ça bloque la mobilité et ça bloque la croissance des vertèbres qui sont dans le montage. Et donc c'est absolument contre-indiqué, interdit avant l'âge de 10 ans, je dirais même 11-12 ans chez le garçon, parce que voilà, on interfère trop avec la croissance et donc on bloque la croissance à l'arrière des vertèbres, mais la colonne continue à se déformer en avant, et donc paradoxalement, même avec l'arthrodèse, les colonnes continuent à se déformer. Et donc les scolioses, qu'on appelle early onset, donc les scolioses avant 10 ans, qui concernent les patients morphants, mais tous les autres patients aussi, donc une grande partie qui ont une cause génétique à ces scolioses, le traitement est conservateur au maximum, peu importe l'ambulation. Et donc notre rôle, c'est vraiment de mettre toute notre énergie à faire le plus de corsets divers et variés possible, le plus de guinées pour empêcher la scoliose d'être opérée et empêcher éviter l'intervention chirurgicale. Alors quand vraiment on n'a pas le choix et que la scoliose s'aggrave de manière non contrôlée malgré la kiné, malgré le corset, on est obligé d'appliquer un traitement qui respecte la croissance. C'est-à-dire de ne pas faire d'arthrodèse. En pratique, on doit écarter finalement le haut du corps par rapport au bas du corps, et donc on s'attache au-dessus, on s'attache en dessous, et entre les deux, on écarte. Il faut le moins possible toucher les vertèbres. Quand on aborde les vertèbres d'un enfant, c'est comme quand on y a une fracture de la poignée de n'importe quel os chez un enfant, juste le fait d'ouvrir l'enveloppe de l'os fait qu'il y a de l'os qui se nouvel os qui se forme, et donc il faut aborder le moins de vertèbres possible, sinon c'est comme si on avait fait une arthrodèse et les vertèbres ne bougent plus. Et donc, comment on fait pour faire grandir le dos? Je vous ai dit, on s'accroche au-dessus. Ici, par exemple, on s'est accroché sur les côtes. Ici, on s'est accroché avec des petits crochets en bas sur les vertèbres. Et donc, régulièrement, on doit écarter finalement la tige du haut par rapport à la tige du bas en écartant les deux petits abdominaux. Et donc, tous les 6 mois, 9 mois, 1 an, on réopère pour écarter finalement le haut par rapport au bas du corps. Donc, ce sont des tiges de croissance mécaniques. Vous voyez que ça peut marcher, bien sûr, mais ça nécessite quand même des réinterventions régulières. Il existe des tiges magnétiques, ça a été la révolution il y a une dizaine, une quinzaine d'années, où le but c'est vraiment d'éviter les réinterventions et de s'attacher, c'est le même principe, en haut et en bas. Et ici, encore une fois, on s'attachait la sur les côtes en bas avec une vis dans une vertèbre, et au lieu de devoir réopérer pour écarter, on fait comme ça en consultation avec un aimant, et en fait l'aimant fait tourner une petite hélice à l'intérieur de la tige, et qui fait que la tige qui est filetée grandit de ce qu'on a voulu donner avec la machine. Et un autre système qu'on a fait par exemple chez Aurélien, avec sa maladie Marfan, c'est un autre système qui existe, ce sont des tiges qu'on dit automatiques mécaniques. Alors là, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas d'allongement externe qui doivent être réalisés, mais c'est normalement les mouvements du corps du patient qui doivent faire allonger les tiges. Je vais vous montrer les détails sur le patient d'après. Et donc c'est le même principe, on s'accroche en haut sur les vertèbres d'en haut avec plusieurs crochets, et on s'attache en bas ici avec 4 vis pédiculaires mouvements, et on écarte entre le haut et le bas, et entre les deux, la peau est intacte, on glisse les tiges sous la peau pour essayer de ne pas interférer avec la croissance vertébrale. Ouais, c'est un autre patient qui a été opéré par la même technique il y a 2 ans, qui est une autre maladie aussi génétique, un syndrome de Prader-Willi. Et vous voyez qu'en fait, les tiges filetées, là, qui sont les tiges, qui sont celles-là, il y a une photo du mécanisme sur la bien après, sont poussées progressivement par les mouvements du patient vers le haut. Elles peuvent monter, mais elles ne peuvent pas redescendre.
Vous voyez qu'entre les deux photos d'avant, et les petites tiges là, je pense que. Voilà. Donc le mécanisme est celui-ci. Donc il y a des tiges, et cette petite tige fuitée, elle peut aller que dans un sens, que vers le haut et pas vers le bas. Et donc avec les mouvements du patient, ça grandit, ça ne peut pas se passer. Que 2 ans après, ce patient a grandi quand même de manière significative. Alors, l'autre traitement, je vous en parle, même si ce n'est pas adapté aux pathologies du tissu conjonctif, un autre traitement qu'avant en cours et qui fait couler beaucoup d'encre dans les congrès actuellement, c'est ce qu'on appelle la modulation de croissance, avec la modulité AVPT, qui essaye justement de faire l'effet inverse, c'est-à-dire de freiner la croissance de la convexité et pour faire grandir la concavité de manière à essayer de renverser la vapeur et de transformer une vertèbre trapèze en vertèbre rectangulaire. Première publication date quand même il y a quelques années, 2010, c'est la première publication dans le plus gros journal d'orthopédie, qui montre qu'en fait on met un câble devant, à l'avant de la vertèbre, dans la convexité, ce qui freine la croissance là et permet à la croissance de se poursuivre de l'autre côté, et ça, vous voyez les résultats post-opératoires immédiats, et au fur et à mesure du temps, la colonne se redresse avec la croissance restante. Donc on met un câble, en fait, qui est fixé par des petites vis sur la vertèbre. Ça, c'est des images de thoraxoscopie de mon collègue Aïdon. Voilà une vidéo. Voilà, mais les indications, c'est une scoliose idiopathique dans le traitement des maladies psychomotives, c'est vraiment trop aléatoire. On peut se dire que si on bloque, parce que finalement on freine quand même, on comprime la croissance du côté de la concavité, on ne peut pas déterminer ce qui va se passer au-dessus, en dessous, et donc ça risque vraiment que la colonne soit favorisée, la croissance de la colonne soit favorisée dans le bon sens, là où il y a le matériel, mais qu'au-dessus en dessous, ça se dégage complètement, donc c'est malheureusement pas possible dans les maladies d'enfants. Et les critères vraiment pour ces opérations sont assez limités, concernent un tout petit nombre de patients, c'est-à-dire un patient qui a une colonne déjà suffisamment sévère que pour devoir être opéré un jour, mais à un âge où il y a encore beaucoup de croissance pour que ça puisse se redresser de lui-même avec la croissance qui reste. Donc, ce qu'il faut retenir dans le traitement des scolioses de la maladie Marfan, je dirais qu'il faut retenir, c'est que le premier traitement, ça reste quand même le corset. Les corsets sont de plus en plus légers, elles sont plus confortables, elles sont souvent à la nuit, donc le traitement par corset est de plus en plus fréquent. Avant, on faisait 20-25 degrés, maintenant c'est plus 15 degrés. L'objectif pour nous, l'orthopédiste pédiatrique, c'est de l'enfant adolescent, c'est la vie adulte, donc c'est de mettre la colonne dans le plus de sécurité possible pour la vie adulte, sans entraver le développement thoracique et pulmonaire, et en corrigeant quand même la déformation achillienne. Si finalement on n'a pas le choix de devoir faire une chirurgie, la préparation parallocrânienne est très efficace, surtout dans la pathologie d'hyperlaxité, et les tiges de croissance automatiques sont séduisantes, mais malheureusement, tous les patients ne s'allongent pas. Actuellement, je vous ai montré tous les traitements, toutes les tiges de croissance, avec les modèles, il y a principes différents des modèles qui existent, parce qu'il n'y en a pas un qui fait l'unanimité. On dit que dans le traitement par tige de croissance chez l'enfant, il y a 100% de complications. C'est jamais un oncle tranquille. Ça ne se passe jamais comme on l'a prédit. Quand on doit réopérer régulièrement, ça entraîne un risque d'infection qui est majoré. Les tiges de croissance magnétiques, elles se bloquent aussi. Le fait que ces tiges coulissent dans le corps font des débris métalliques, ce qu'on appelle de la métallose, des ions métalliques qui peuvent passer dans le sang. Les tiges de croissance qu'on dit automatiques, finalement on voit que la moitié s'allonge, la moitié ne s'allonge pas. Donc ça reste quand même assez compliqué, et il n'y a pas un traitement qui fait l'unanimité. Et donc le seul traitement qui est vraiment qui fait l'unanimité, c'est le corset, mais quand vraiment la scoliose s'aggrave et dépasse le traitement conservateur, on est obligé de choisir la moins mauvaise solution. Pour l'instant, les tiges de croissance automatiques semble être une bonne option, la meilleure option qu'on ait, même si ce n'est pas encore la panacée. Voilà.
questions, commentaires? Ik ga het in het Nederlands doen. Je zegt sterke spieren kweken, dat de eerste stap is. Maar hoe remmen we dat eigenlijk met corset? Dus je gaat door corset eigenlijk niet luier worden, de spieren? Of ben je dat verkeerd? Il demande si on fait le renforcement des muscles, comment ça se compare avec le corset qui diminue la force. Oui, c'est ça que je veux dire. Donc c'est un complément, bien sûr. Donc, bien sûr, le corset se fait fondre les muscles. C'est certain, le fait d'avoir un corset, le corps se repose finalement sur le corset et les muscles du dos travaillent moins. Et donc, bien entendu, quand on a un corset, il faudrait faire encore plus de kiné, encore plus d'activité physique pour contenir le plus possible. Donc c'est sûr que le corset est toujours en complément de la kiné, ou plutôt la kiné est toujours en complément du corset, l'activité physique est encouragée. En pratique, les corsets, la majorité des corsets sont, on dit, 22 heures par jour. Donc j'ai un enfant 2 heures de liberté dans son corset. Mais quand il fait du sport, ça ne prend pas dans ces 2 heures. Donc s'il fait 2 heures de sport sur la journée, il peut l'enlever pendant 4 heures. Et la kiné aussi. Donc le principe, bien sûr, c'est de renforcer au plus possible les muscles. Alors aussi, j'en reviens sur le topo précédent, le risque des tiges de croissance, comme on s'attache au-dessus, on s'attache en dessous, au milieu il n'y a rien, le risque c'est de casser les tiges. C'est un des autres risques qui fait partie du coup des 100% de complications des tiges de croissance. C'est pour ça que nous, on a essayé de quand même freiner les enfants en activité physique, surtout les activités à impact. Mais je me réjouis de voir qu'on est d'accord sur la natation, qui ne pose aucun problème, évidemment, comme il n'y a pas d'impact et que c'est dans des charges, il n'y a pas de contrainte mécanique sur le matériel qui ne contraint pas, qui n'interfère pas, qui ne risque pas de casser les tissus. Mais de manière générale, bien entendu, les corsets contre les muscles, l'activité physique est d'autant plus contrainte.